Le balado d'aide aux proches, Les liens troublés, vous est offert en collaboration avec ANEB et le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour les proches aidants. ANEB est un organisme provincial à but non lucratif qui a pour mission première de garantir une aide spécialisée, gratuite et immédiate aux personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire ainsi que leurs proches, et ce, depuis plus de 35 ans. Bonjour, je m'appelle Sophie Azito et je suis l'animatrice du balado Les liens troublés et la maman d'une jeune femme qui souffre d'un trouble alimentaire. Tout au long de la série, en compagnie de Josée Champagne, la directrice générale d'ANEB, nous recueillerons des témoignages et rencontrerons des spécialistes des troubles alimentaires dans le but premier d'offrir des outils aux proches. C'est en comprenant mieux la maladie et ses enjeux que les proches d'une personne atteinte d'un trouble alimentaire seront plus aptes à la soutenir et réunir les conditions favorables à sa guérison. Emmanuelle a bientôt 40 ans et elle est née dans le sud-est de la France. Elle est arrivée au Québec il y a 7 ans après avoir passé 11 ans à Paris. Elle a commencé sa carrière comme avocate et après 10 ans d'exercice, elle décide de travailler pour le protecteur du citoyen comme enquêtrice. Sa passion? La danse. Après de longues années de ballet, elle se passionne maintenant pour le hip-hop et toute la culture de la street dance. Elle est aussi intéressée par toute autre forme d'art, notamment la musique, le théâtre et le cinéma. Marie-Jeanne Pinault est étudiante en nutrition à temps plein et barista dans un café à temps partiel. Marie-Jeanne vagabonde entre les sports, les arts, le voyage, la cuisine dans son temps libre. Depuis son rétablissement du trouble alimentaire, Marie-Jeanne multiplie les occasions de partager son histoire dans l'esprit de sensibiliser ainsi que de lancer un message d'espoir. Elle veut donner un sens à son expérience et rêve de partager ses outils et de se rebeller contre la culture des diètes. Elle poursuit donc ses études en nutrition pour à son tour faire une différence dans la vie des gens qui souffrent d'un trouble alimentaire. Bonjour Emmanuelle, bonjour Marie-Jeanne, bonjour Josée. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on revisite le sujet de l'hospitalisation. Je dis revisite parce qu'on l'a déjà abordé dans la première série. Josée, beaucoup de demandes des gens. Tu vois que c'est un sujet qui est très chargé. Oui, beaucoup de questionnements par rapport à l'expérience, le processus, comment c'est vécu. Donc, On trouvait ça pertinent de reparler du sujet et surtout avec deux perspectives, les vôtres. Vous êtes très généreuse, vous êtes venue partager aujourd'hui votre expérience. Alors, les deux, vous avez été hospitalisés au cours de votre parcours de rétablissement d'un trouble alimentaire. Peut-être qu'on pourrait commencer par parler de quel trouble alimentaire vous souffriez à la base, puis peut-être le contexte. Comment ça s'est passé? Emmanuelle, je vois que tu me regardes. On va commencer avec toi. Très bien. Moi, j'ai souffert d'anorexie, donc une grosse perte de poids, beaucoup d'activités physiques en contrepartie. J'étais très jeune, je faisais beaucoup de danse. J'arriverais même pas à situer exactement à quel moment je suis comme tombée dans un espèce de début de régime vers un vrai trouble. Mais je dirais vers l'âge de 13-14 ans, c'était déjà problématique. À ce moment-là, déjà, probablement que ça s'était peut-être installé avant, mais c'est difficile de pointer. Ça s'installe sournoisement. Des fois, on le sait, mais des fois, on ne sait pas tout à fait quand ça a commencé. D'autant qu'on est en 2001 à cette époque et que je sais pas si moi, donc ça s'est produit en France puisque je suis française. Je sais pas si ici en 2001 c'était déjà plus médiatisé, mais à l'époque on n'en parlait pas. On peut, je pense qu'on peut dire non. Hein? En effet, on n'en parlait pas tant que ça. Parce que déjà, même le constat, c'est qu'encore aujourd'hui, on doit faire beaucoup de sensibilisation pour que les gens comprennent notre trouble alimentaire. Si on se rapporte à il y a 23 ans, je peux juste imaginer que. Alors, c'est un double trauma qui est rattaché à ça. Là, tu vis quelque chose que c'était pas vraiment connu. Et là, donc toi, à ce moment-là, tu souffrais d'anorexie, puis ça t'a... Sais-tu quoi? Je mets ça sur pause. Je vais aller à Marie-Jeanne, parce qu'après ça, on va voir comment ça s'est rendu jusqu'à l'hospitalisation. Que moi, à la base, j'ai souffert d'orthorexie.
qui est un trouble qui est moins connu. Donc, tu sais, actuellement, c'est pas reconnu dans le DSM-5. C'est un trouble qui est moins connu, mais qui est pas moins ravageur, surtout actuellement dans notre C'est très société. présent. Je suis contente que tu parles parce que c'est ça. Sinon, je t'aurais demandé de nous expliquer c'est quoi l'orthorexie parce que les gens, peut-être, sont moins habitués à entendre ce mot-là, mais Mhm. on le voit beaucoup, Josée, même si c'est pas officiellement encore connu dans le DSM-5. Donc, Ouais. t'étudies, on l'a mentionné en nutrition. Mhm. T'es bien placée pour nous expliquer aussi c'est quoi l'orthorexie. Oui, dans le fond, c'est vraiment l'obsession de s'alimenter sainement. Puis ça l'entraîne vraiment comme, tu sais, une dysfonction, puis c'est vraiment devenu comme problématique. C'est pas juste de vouloir comme, tu sais, manger des beaux repas, des choses comme ça. Ça peut être autant au niveau de comme la qualité des aliments. Puis souvent, puis comme moi, c'est arrivé, ben j'ai exclu plusieurs groupes alimentaires qui étaient essentiels à mon alimentation. Puis ensuite, moi, je suis tombée dans la restriction. Puis c'est pour ça que j'ai été hospitalisée pour anorexie mentale, parce que mon trouble, c'est comme, Il il s'est faufilé, tu sais, puis c'est ça le trouble alimentaire. Il va se trouver une petite faille, il va Ouais. commencer, puis il va prendre de l'ampleur. Puis juste pour recadrer pour l'orthorexie, parce que des gens disent, ben voyons donc, il n'y a rien de mal à manger sainement. Mais on n'est pas dans manger sainement, on est dans l'obsession. C'est ça qui prend toute la c'est place. ça. Tu ne penses qu'à Qu'à ça. ça. Tu te prives de plein de choses de la vie, comme la restauration, de juste aller manger chez quelqu'un d'autre. Moi, c'était rendu impossible parce que je savais pas c'est quoi qui allait être dans l'aliment. C'est ça, tu peux T'sais, pas prouver la ben, qualité c'est de la ça. ressource de l'aliment, c'est ça. Juste faire cuire des pommes de terre. OK, ben, de quelle façon on le cuit, tu sais. Fait que moi, j'étais plus Mais capable c'est là qu'on voit on voit le côté de la maladie parce que on n'est plus du tout dans juste le manger sainement. Non. Le trouble alimentaire, il y a une composante toujours obsessive. Là. Ouais. Puis je voudrais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit. Nous, chez ANEB, on ne voit pas beaucoup de gens qui souffrent d'orthorexie. Parce que, comme tu dis, manger sainement dans la société, c'est valorisé. C'est valorisé. Oui. Fait que la personne ne voit pas qu'elle a un problème. Ouais. On est félicité là-dedans. Fait que, tu sais, ça nous encourage. T'es bonne, tu dois tout bio, toute ta discipline. Puis là, par le temps que vous les voyez, j'imagine, c'est parce que là, comme Marie-Jeanne, Exactement. le trouble alimentaire a mué, puis là, t'es rendue dans soit d'anorexie ou de la boulimie. Ouais. Parce que moi, ça c'est un petit peu comme toi, ça s'est vraiment jumelé avec un excès d'activité physique. Puis ça a entraîné une perte de poids. Puis après ça, ben, quand tu tombes dans la perte de poids, ben, c'est jamais assez, c'est jamais assez. Puis là, c'est rendu dangereux. Moi, à ce moment-là, je m'entraînais pour un triathlon. Puis, ben, j'ai jamais pu le faire, mon triathlon, tu sais, parce que je partais courir, puis mes proches avaient peur que je revienne pas, tu sais. Donc, ça s'est comme tout imbriqué. Puis, c'était vraiment rendu problématique à ce moment-là. C'est ça, hein? Donc, j'entends toujours, c'est beaucoup de souffrance. Ça commence d'une place qui est peut-être anodine, mais dans les deux, il y a eu beaucoup de sport. Toi, c'était du ballet, hein, Emmanuel? Oui, exactement. Puis dans le ballet, je pense qu'on entend souvent là, peut-être que je ne voudrais pas trop généraliser, mais l'éloge de la minceur, la discipline rattachée au tout le sport qui peut, surtout quand on est jeune, ou du entraînement, ouais, hein, et notamment à l'adolescence avec les changements corporels, c'est pas toujours évident. De jumeler ça ensemble. Donc, toi, tu étais là-dedans, tu faisais, je pense, beaucoup de ballet aussi à ce moment-là. Est-ce que le fait que là, tu étais en restriction, tu as commencé à avoir de la difficulté à poursuivre dans ton sport? Ben, le problème, c'est le déni, en fait. Oui. Donc, le mental étant tellement fort, même si mon physique devait souffrir parce que je m'alimentais très peu et que je faisais énormément d'activités, j'avais l'impression d'être en pleine forme. C'est-à-dire que je pouvais danser tous les soirs, plusieurs heures. Bon, en plus, c'est ma passion, mais je ressentais aucune fatigue, en fait. C'est fou, hein? Puis ça, c'est vrai dans les gens, tous les témoignages qu'on reçoit, mais au début du trouble alimentaire, il y a le déni. On le dit toujours parce que c'est les proches. Souvent, c'est très confrontant au début d'être devant quelqu'un clairement qui a une problématique, mais le déni, puis la personne réussit malgré tout, puis on se demande comment à poursuivre toute leur activité. Donc, souvent, beaucoup de sport, puis t'es comme, ben là, ça c'est comme... Fait que tu puises dans des réserves que t'as pas. Comment ça s'est passé que tu t'es ramassée à être hospitalisée, Emmanuel, dans un contexte comme ça? Ben, en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai dû re-questionner ma mère à ce sujet-là parce qu'on était en 2001 et honnêtement, j'étais plus certaine de comment ça s'était passé. Même s'il y a des instants très très précis dans ma mémoire, notamment
le moment où on m'a dit que je vais être hospitalisée, je savais plus exactement le C'est pourquoi bon. j'avais été consulter cette dame qui était psychiatre à l'hôpital pour enfants. Mais ce qui s'est passé effectivement, c'est qu'on m'a dit, mes parents m'ont dit: «On va aller consulter quand même, parce que là, il y a un de nos amis médecins qui nous alerte un peu sur ta maigreur». Mais à l'époque, encore une fois, on avait l'impression que j'allais bien. C'était valorisé le fait que je fasse du sport, j'étais très bonne élève, bon, il y avait une maigreur présente, mais au-delà de ça, on s'inquiétait pas plus que ça. Et effectivement, quand je me suis retrouvée devant cette psychiatre, elle écoutait mon discours et puis elle m'a juste dit, «On va faire un test, un bilan, un check-up. Oui. Puis selon l'issue, on verra si on vous hospitalise». Moi, je comprenais toujours pas ce Ben qui oui, se parce que toi, passait dans là. ta tête, tu es en pleine forme. Pleine forme, c'est l'été, dans un mois, il y a mon spectacle de danse, c'était ma priorité, et là, le bilan, diagnostic qui tombe que j'ai un ralentissement, cardiaque. Ce qu'il faut le dire, c'est très, très commun dans les cas de Oui. restriction. C'est souvent ce qui va amener à l'hospitalisation. C'est que les fonctions vitales commencent à être affectées. Exactement, mais encore une fois, je me sens bien, donc je comprends, même si le diagnostic Oui, oui, médical toi, tu ne le tombe, ressens pas, je ça. ne le ressens pas. Donc je supplie la psychiatre de me laisser aller faire mon spectacle de danse et je reviendrai après. Oui. Mais ça fonctionne pas comme ça, je suis largement mineure, donc en plus j'ai aucun mot à dire. Oui. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on me dit que je vais être hospitalisée tout de suite, Fait que mais sur le champ. sur le champ. Et on ne m'explique absolument rien du lieu dans lequel je vais être, des personnes avec qui je vais partager ce lieu, de ce qui va se passer pour moi les prochains mois. Donc, Puis, tu viens de dire les prochains mois. Parce qu'une Ouais. hospitalisation pour un trouble alimentaire, c'est pas une semaine. C'est une problématique d'enjeu mental sérieuse et complexe. Et les hospitalisations ça se règle pas en une semaine. Ça prend du temps. Il faut le dire. Puis ça passe par une réalimentation. Puis réalimenter quelqu'un, ça prend pas juste une semaine, en plus de toute la thérapie. Fait que ça, faut le dire pour les gens qui écoutent, puis l'hospitalisation, gérer les attentes. Moi, je me souviens, quand je suis rentrée là, j'ai fait, moi, là, 2 semaines, c'est fini. Ils ont fait, aux minutes. C'est ça. Ça, c'est pas comme ça que ça va se passer. Puis je le dis aux proches, parce que quelqu'un qui pourrait souffrir d'un trouble alimentaire, ça peut être un frein à aller chercher de l'aide. En même temps, j'aime mieux dire les choses comme elles le sont. Je pense que tout le monde est capable à mieux avoir l'information complète. Mais pour les proches, on espère tous que ça va être court terme, mais on a tous souvent le choc, ça ne l'est pas. Ça se règle pas en court terme. Donc, Mais Emmanuel, ça a dû être traumatisant pour toi? c'est ça que je voulais venir, c'est trauma, Oui. parce que tu es dans de l'inconnu, par-dessus. exactement, gros trauma, d'autant plus que les conditions de base, donc c'est sous forme d'un contrat de poids. Donc c'est que là, on va m'expliquer effectivement que on va me fixer des seuils. À tel seuil, tu auras le droit de voir tes parents parce que donc, mot d'ordre, c'est la rupture et la coupure totale avec tout ton environnement familial extérieur. Et on t'explique que selon les seuils de poids que tu vas atteindre, tu vas avoir le droit T'as de les des voir. privilèges. Voilà, une demi-journée, puis une journée, puis un week-end jusqu'à ton poids de sortie. Et je pense que la coupure, moi qui étais quand même assez jeune, très proche de mes parents, bien que je comprenne le sens de cette coupure et que je l'ai compris après, j'ai trouvé ça très, très, très difficile. Moi, oui. Je suis pas spécialiste médicale. Je parle en tant que proche, ayant vécu l'hospitalisation, des hospitalisations pour ma fille. Des fois, je re-questionne si on peut pas juste améliorer le modèle. Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont au centre de tout ça, qui se questionnent en ce moment. Fait que la bonne nouvelle, c'est que les choses changent Mhm. parce que on en parle plus, il y a de la sensibilisation. Mais à ce jour, je pense que je comprends la raison pourquoi ils font la coupure, mais je suis pas sûre que c'est Mhm. la meilleure façon pour tout le monde. La meilleure Mhm. chose à faire pour tout le monde. Toi, comme tu l'as puis- vécu, c'est ça, c'est un enfant de 13 ans, t'es toute jeune, là. Ouais, et puis au-delà de ça, en fait, ce qui est étrange, c'est la difficulté venait du fait que je culpabilisais du fait que mes parents soient inquiets. Oui. Donc c'était pas de me sentir seule, c'était La de peine me que tu culpabiliser parce que je leur savais causer. qu'ils allaient être inquiets. Je pouvais pas leur donner de nouvelles. Je pouvais pas leur dire que tout va bien, même si ça n'allait pas. Donc c'était ça ma priorité, c'était les rassurer. Et au-delà de la coupure avec l'environnement, il y a le fait d'être confronté à des personnes qui ont des profils psychiatriques auxquels tu n'as jamais été confronté de ta Parce vie. que toi, t'es pas dans une unité de TCA, là. Le Pas TCA, du le tout. trouble du comportement alimentaire. T'es une unité psychiatrique, donc avec divers enjeux de santé mentale. Exactement, donc de la Mais c'est un hôpital schizophrénie. pour enfants? Oui, OK, mais quand jusqu'à même, 18 ans. schizophrénie mélangée avec un TCA, c'est pas du tout la même réalité.
C'est ça, donc oui, j'étais complètement effrayée en fait de voir des gens en Avec crise. raison. J'ai des souvenirs très 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 précis de certains patients qui m'inquiétaient en fait, même durant la nuit. C'était vraiment vraiment une expérience. J'avais vraiment l'impression d'être dans un asile de fous en fait. Oui, ce qu'on veut essayer de... Parce que c'est ça, d'enlever le stigma qui entoure les enjeux de santé mentale, mais quand tu fais ça comme ça, je peux comprendre que c'est ce que tu as ressenti. Surtout à l'âge de 13 ans, mais tu as mentionné quelque chose au départ, on m'a pas expliqué. Oui. Ça, à quel point ça aurait pu faire une différence de t'expliquer, parce que tu es quand même capable de comprendre à 13 ans. Oui, et je pense que c'est primordial au moins de poser les bases sur ce qui va se passer, même si peut-être que j'aurais compris ce que je voulais comprendre à ce Oui, moment-là. vas-y, mais on te l'a quand même dit. On t'a donné le privilège d'en comprendre une partie. Tu sais, Et exact. Et puis, oui, c'était vraiment la brutalité, en fait. On a l'impression que tout va bien et puis on est enfermé entre quatre murs l'heure d'après, alors que on comprend toujours pas pourquoi. je voulais juste... Je pense qu'il faut pas se leurrer dans le sens que dans le trouble alimentaire, surtout quand le corps est affecté, l'hospitalisation est nécessaire. Donc, moi, je remets pas en question les hospitalisations, mais je pense que, par contre, on est ici pour faire avancer le débat. On a tout à apprendre de personnes qui ont vécu les hospitalisations, qu'on n'a peut-être pas mis assez au centre des traitements. Donc, le but, c'est pas de critiquer. Le but, c'est pas de remettre en question les hospitalisations, c'est plus je pense, de donner des outils aux proches aussi. Puis peut-être que ce qu'on espère, c'est que dans le contexte du système de santé actuel, il y a des choses qui peuvent être... Les choses peuvent toujours être améliorées. Donc, je voulais juste comme le dire parce que je veux pas qu'il y ait des gens qui entendent un message qu'on n'est pas contre, tu sais, on est anti-hospitalisation. Des fois, tu n'as pas le choix. La personne, elle a besoin d'être en renutrition parce que ses organes vitaux sont affectés. Je peux t'ajouter quelque chose Bien sûr. aussi? Juste rebondir sur la rupture. Donc, la rupture, l'isolement total de tes proches. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, cette approche-là, parce que les proches maintenant sont vraiment considérés comme des alliés. Oui, ça c'est vrai, ils dans ont pas toujours été dans considérés le comme des rétablissement. Tandis qu'avant, c'est vraiment la coupure totale. Là. On éloignait la personne. surtout la mère de qui ses était vue proches. comme souvent qui faisait partie peut-être de la source du problème, alors que maintenant, elle est vue comme une En alliée. effet. Mais c'est ça, surtout Ouais. pour les jeunes, Oui. où ce qu'on invite que l'entourage fasse partie du traitement et de la solution. Mais oui, je disais tantôt qu'il y a des choses qui n'ont pas tant changé. Le contrat de poids existe encore Ouais. à plusieurs endroits. En effet. Puis il y a puis les privilèges. Si tu prends tant de poids, tu as tel privilège de sortie. Si tu prends tant de poids, ça, c'est encore assez présent comme façon de fonctionner. Juste dire, encore une fois, Oui. on est là pour, je pense, nommer les choses comme elles le sont. Absolument. Mais tu as raison que les proches sont vus maintenant qui font partie de la solution. Parce que pour un jeune de 13 ans, déjà d'être hospitalisé, c'est un trauma. Si tu fais une coupure des proches, tu ajoutes, je pense, au... Mhm. Puis moi, petite anecdote, j'avais même violé les règles puisque j'avais réussi à envoyer une lettre par un des autres patients pour rassurer mes parents, la lettre étant ça va bien, Fait vous que toi, tu avais inquiétez vraiment pas. beaucoup de culpabilité par rapport Vraiment. à tout ça. Ça, je pense que c'est quelque chose qui rassemble beaucoup dans... Fait que juste dans- même un appel téléphonique, ça t'aurait permis d'au moins de pas vivre ça. Tu vois, tu t'en souviens Exactement. après tout ce temps-là encore de ce sentiment-là. Parce que là, c'est ça, tu as la quarantaine, fait que c'est quand même, on Ouais. remonte à tout ce temps-là, puis c'est ça que tu te souviens. Oui. Parce que tu vois Vraiment. comment ça t'a marqué. Marie-Jeanne, toi, comment ça s'est passé? Comment tu t'es ramassée hospitalisée? Moi, ça s'est passé différemment, puisque pour moi, c'était une rechute du trouble alimentaire. Donc, c'était pas ma première expérience. Donc, la phase de déni, pour moi, elle a été moins longue, surtout en ayant une sœur qui a vécu un trouble alimentaire aussi. Donc, j'étais quand même très sensibilisée à c'était quoi. Puis, tu sais, le stigma, l'exemple de la mère qui est comme souvent problématique dans l'histoire, pour moi, ça a été le contraire. Ma mère, c'est ma plus grande alliée. C'est fun que tu le mentionnes. Ouais. Puis honnêtement, je pense pas que je serais ici sans le support qu'elle m'a donné. Bon, Comme, on la salue.
honnêtement. Elle m'a rentré dedans à plusieurs reprises, donc c'est pas tout doux, là, tu sais, dans Mais le sens ça que prend ça des fois. ça là. prend ça. Ouais. Il faut quelqu'un qui te ramène à l'ordre. Donc, pour moi, ça faisait quand même je dirais un 2 mois. Donc, mon hospitalisation s'est faite fin octobre, mais ça faisait déjà un 2 mois que j'essayais par moi-même d'aller mieux. J'essayais de faire des efforts. À ce moment-là, j'étais en appartement à Québec. J'habitais tout seul. Puis là, j'étais à l'université en architecture à Québec. Puis là, ça faisait déjà un mois que je commençais à rusher. Je commençais à rusher mentalement, puis physiquement aussi. Physiquement, il y avait des répercussions. Ouais. Oui, parce que j'habitais au 4e de Oui. mon appartement. Puis dans les derniers jours, T'avais de la difficulté à je monter me tes souvenais plus marches. comment j'ai fait pour monter les marches. Le froid était rendu comme super difficile. Tu sais, je marchais pour me rendre à l'école, puis je revenais, puis il fallait que j'aille prendre ma douche dans une douche chaude parce que j'étais frigorifiée. Puis il y a des fois que comme, tu sais, les étourdissements, puis tout ça. Donc, c'est sûr que mes proches étaient rendus super inquiets pour moi physiquement. Là, t'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai 20 ans. Ouais. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, également des effets physiques, mais plus au niveau mental. Moi, j'étudie en architecture. Donc, dans les derniers jours avant mon hospitalisation, quand j'essayais de dessiner, j'étais pas capable. Puis, ça me faisait faire des crises de panique. Je perdais mon souffle, j'étais plus capable de fonctionner. Tu sais, ma tolérance au stress était comme Oui, rendue parce que à là, zéro, tu sais. Le trouble alimentaire devait prendre presque toute la place dans ta tête. Il n'y a Toute pas la de la place. place pour autre chose. Ouais, puis Il également... y a des inquiétudes aussi. C'était de la difficulté à monter les marches. Tu Mm. sais qu'il y a un problème. Là. Ouais. Quand une fille de 20 ans a de la difficulté à monter des marches, là, c'est parce que là, ton corps, il te Mon fait des corps, cris à l'aide. il me là. lâchait, tu sais. Ouais. Donc là, je me souviens encore, c'est la journée que je suis censée retourner passer la semaine de relâche dans mon coin, donc dans l'Estrie. Puis, il faut que je conduise 3 heures. Là, tu te dis comment je vais faire. J'appelle ma mère, puis je fais juste pleurer au téléphone, puis elle a fait « Marjane, on s'en vient te chercher. Mm. Fait qu'elle et mon père, ils montent à Québec, venir me chercher. Puis à ce moment-là, je pense qu'on a tout un feeling. Un feeling que comme, tu sais, j'ai fait un sac avec 2-3 vêtements de plus, tu sais. Tu savais, là. Je savais que j'allais pas retourner de sitôt, en tout cas, à Québec. Puis là, dans le fond, dans le chemin du retour, c'était silence dans l'auto. Le 3 heures, là, il a été long en Il a été titi long. parce que Tout le monde savait. tout le monde savait, puis tu sais, quoi dire. À ce moment-là, le lendemain matin, je prends mon ordinateur, puis je regarde ressources, troubles alimentaires, Granby et région, tu sais. Puis, il y a pas grand-chose, tu sais. Là, pour moi, à ce moment-là, j'étais comme... Malheureusement. Tu sais, j'étais comme, je veux pas aller à l'hôpital. Je suis pas rendue là, je veux pas aller là. Je tombe sur une ressource, Baca, à Montréal, puis là, comme les yeux, genre, s'illuminent. Qu'on va recevoir la Ah ouais, fondatrice. ok. Juste dire... Ah ouais, honnêtement, ça a l'air d'une ressource incroyable. C'est sûr que c'est au privé, donc il y a quand même des enjeux au niveau des coûts. oui. J'envoie un courriel quand même, je me dis, tu sais, si jamais. Puis finalement, on voit que ça va pas cette journée-là. Donc là, on s'en va à Sherbrooke. Je me présente à l'urgence, puis tu sais, l'infirmière me reçoit, puis je suis comme, OK, ben, ouais, j'ai un trouble alimentaire, je suis à l'université en ce moment, mais ça va plus vraiment. Elle prend mon poids et comme, OK, ouais, IMC très dangereux. On va te faire quand même la batterie de tests Oui. physiques. Puis, à ce moment-là, tu sais, comme le cœur, les tests sanguins. Puis, la médecin, quand elle me reçoit dans son bureau, a dit, on va t'envoyer en psychiatrie parce que ton cœur va bien, mais on s'inquiète pour toi quand même. Puis, je pense qu'on a besoin de prendre soin de toi en ce moment. Comment tu as reçu ces paroles-là? Je suis partie à pleurer. Je me sentais tellement dans un endroit vulnérable de ma vie, tu sais, puis je sentais comme que je perdais tout, tu sais, parce que si je rentre à l'hôpital, ben je continue pas l'université. Non. Puis pour moi, j'ai toujours été une personne que le côté académique était super important. C'est vrai pour beaucoup de personnes qui sont du trouble Ouais. alimentaire. Tu sais, le côté perfectionniste, le côté anxiété de performance, ça a toujours fait partie de ma vie, tu sais. Donc, pour moi, le nombre de fois que j'ai pleuré à l'hôpital parce que j'avais gâché ma vie, tu sais, parce que j'étais plus à l'université, j'avais plus rien, tu sais.
Puis aujourd'hui, on te regarde, puis t'es tout sauf gâcher ta vie. Puis, tu Je veux sais, juste le dire parce que je sais que quand on est dans ces moments-là, on n'a pas le recul, surtout quand on est jeune. mhm, C'est difficile, t'as vraiment l'impression. Mais nous, mhm. je dirais nous, je regarde José et moi, là. C'est José encore plus que moi, puis ça fait bien plus d'années. On a la chance de voir tellement de beaux témoignages de personnes qui sont Mhm. tellement accomplies. Mhm. Ça fait partie de leur histoire. C'est ça qu'ils ont fait, qui elles sont et ils Ouais. sont aujourd'hui. Juste le dire. Mhm. Parce que des fois, tu sais, c'est un moment de noirceur quand tu es là-dedans. Ben oui. Puis quand tu es jeune, c'est difficile de dire, Mhm. c'est ça, je vais avoir une belle vie épanouie. Tu as l'impression que c'est ça, tu es en train de gâcher ta vie. Ouais. Puis tu penses que tu t'en sortiras pas, tu sais. Ouais. Puis pour moi, tu sais, il y a des petites personnes clés dans mon rétablissement. Puis je me souviens encore d'une infirmière, tu sais, qu'à un certain moment, puis ça, on en reparlera, mais tu sais, au début, moi, j'étais prise en charge par un psychiatre généraliste, donc qui n'était pas spécialisé en troubles alimentaires, puisque, tu sais, j'étais en urgence psychiatrique. Puis, pour me calmer, il me disait de méditer. Cute. Puis, tu sais, pour moi, à date, On va dire cute. pendant mon hospitalisation, tu sais, j'étais comme on me voyait comme full la Marjane comme positive, tu sais, parce que je suis quand même arrivée avec, OK, ben, genre, prenez-moi en charge. Oui, je veux T'sais, aller mieux. Fait que c'est je ça, veux tu te aller battais mieux, pas contre. tu sais. Fait que pour les gens, j'étais comme, oh, tu sais, la petite Marjane, toute douce, tu sais, toute joyeuse. La fois qu'il m'a dit de méditer, là, T'avais pas le goût d'être douce, là. je suis sortie de la pièce, j'ai claqué la porte, Mhm. je suis partie, j'ai marché dans les corridors, j'étais allée dans la salle de bain, j'ai claqué la porte, puis je suis tombée en pleurs, puis j'étais tellement en colère. Puis tu sais, comme, sûrement que tu as vécu ça aussi, d'être tellement déconnecté de tes émotions que après ça, on dirait qu'une petite chose, là, ouf, c'est comme ça te fait éclater, là. Puis l'infirmière m'a pris, elle m'a amené dans un bureau, elle m'a donné un petit lézard, tu sais, qu'on donne aux enfants, là, pour comme se calmer. Ça a dû fonctionner. Ben, écoute, je l'ai, là. Je l'ai Fait squeezé. pétri le Oui. petit lézard. Puis, tu sais, elle m'a ramené à ma respiration, tu sais. Puis, OK, une fois un petit peu plus calme, tu sais, elle m'a pris les mains, puis elle m'a dit, Marjane, je sais que tu me crois pas en ce moment, mais t'es à la bonne place. OK. Ça a dû faire du bien de se faire dire Ouais. ça par quelqu'un qui avait l'air d'être plus connecté. Puis je veux juste faire du pouce sur qu'est-ce que tu viens de dire parce que on est là pour donner des outils. L'importance d'avoir des ressources spécialisées. Pour quelqu'un qui est au début du cheminement du trouble alimentaire, là, les proches, dans nos têtes, psychiatre égale une personne qui est spécialisée en santé mentale va pouvoir nous aider. Malheureusement, on l'apprend tous à un moment dans nos parcours. Puis quand tu accompagnes quelqu'un, qu'un psychiatre qui n'est pas spécialisé en troubles alimentaires peut être tout à fait inadéquat, on va se le dire. Puis c'est pas une critique au psychiatre, c'est large, là, la santé mentale, mais de pas penser que parce que tu vois un psychiatre que la personne va comprendre le trouble alimentaire. C'est faux. Alors, c'est de là, c'est normal que ça se peut que vous vous êtes pas senti compris quand vous êtes tombé sur un psychiatre, puis je vois tout le monde qui nous écoute, là, Josée, elle opine de la tête, Marie-Jeanne aussi, c'est que c'est tellement complexe, un trouble alimentaire, que ça prend quelqu'un, une infirmière spécialisée va pouvoir t'amener plus loin qu'un psychiatre qui est non spécialisé. Je parle pas c'est sûr, ils ont la spécialité pour les médicaments, là. Je parle dans la compréhension de la maladie. Puis, vu qu'on se sent déjà isolé, comme personne qui souffre et comme proche, c'est de là que si vous vous sentez comme ça, au moins, Anneb, il y a quand même en attendant que vous trouviez la bonne personne spécialisée, ligne d'écoute, clavardage, texto, intervenante au téléphone pour la personne souffrant et les proches. Puis je le dis parce que c'est vraiment important. Je voulais juste Oui, puis malheureusement, il n'y en a ouvrir pas ça. tant de spécialistes Non, là, en non. troubles alimentaires. Là. Non, c'est pour ça que je donne les ressources d'Anneb en attendant, parce que c'est des ressources qui sont très rares. En effet. Euh, Puis les ressources qui sont là sont très saturées aussi. Oui, parce que justement, parce que regarde, tu sais, de se faire dire par un psychiatre, respire, c'est vraiment un déconnect de qu'est-ce que est un trouble alimentaire puis ce que tu vivais, Marie-Jeanne. Ben oui, parce que à ce moment-là, tu sais, je suis une personne qui était obsédée par la nourriture, obsédée par l'école, obsédée par l'activité physique. Puis tu m'enlèves tout ça, j'étais en crise de manque de contrôle, là. C'est plus de repères. Et Ouais, puis je c'est plus une de maladie repères. de contrôle. Ben Fait oui. que là, c'est des perd maladies le de contrôle, contrôle. puis là, on t'enlève le contrôle. La même chose qui est arrivée à toi, Emmanuel. Ouais, On t'a enlevé du exactement. jour au lendemain tous tes repères et tout ton contrôle. Ouais, exactement. Comment ça se déroule, cette hospitalisation-là? Comment ça se passe? Ben, moi, mon obsession, c'est sortir vite. OK. Toi, Donc, tu veux pas être là, ils peuvent pas t'aider, on sort. on est sur le contrat de poids. Donc, moi, mon obsession, c'est de prendre du poids. Donc là, vraiment,
je comprends qu'il va falloir que je mette les bouchées doubles là, dans tous les Pour sens du faire un... terme. Oui. Et c'était pas facile du tout au départ, parce que réhabituer un estomac, en plus la nourriture d'hôpital, alors que En plus. chez moi, c'est de la grande cuisine. Et ça fait mal de se réalimenter physiquement. C'était très difficile. Ton estomac, il est rendu, là, minuscule, Oui, là. c'est ça qu'on oublie de dire. La personne, elle a la difficulté à cause de la restriction mentale de manger plus, mais elle a aussi beaucoup, beaucoup d'effets physiques. Mais oui, l'estomac a vraiment de la difficulté à se réhabituer, donc ça a été compliqué. Puis les 2 premières semaines, je crois que j'ai dû prendre quelques grammes, donc j'étais au fond du gouffre en me disant, mais je sortirai jamais de là, si en plus ça prend vraiment du temps. Oui, parce que les gens, surtout au niveau de l'anorexie, c'est difficile de prendre du poids. Je sais que pour la population générale, on entend tout le temps parler du contraire, mais pour quelqu'un qui souffre d'anorexie, c'est difficile de prendre du poids. Puis ça, je l'ai toujours entendu. Ah, mais t'as de la chance. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Je peux t'en donner si tu veux. Mais oui, ouais, c'est ça. Constamment. Donc c'est vrai que moi, mon obsession, c'était vraiment agir vite pour pouvoir sortir. Et j'ai des souvenirs, oui, ben voilà, la prise de poids, c'était la pesée, c'était le grand stress, là, parce que j'essayais de boire de l'eau avant pour essayer de gagner 100 grammes. Mettre tous tes vêtements. Non, ils te laissaient-tu mettre les vêtements? Souvent, ils te laissent pas. Jaquette. Mais maintenant, c'est ça, c'est la jaquette. Parce que sinon, ouais. C'est vraiment comme les boxeurs, mais à l'inverse. Ils doivent pas prendre du poids. Mais donc, c'était ça, essentiellement, la difficulté. Moi, on parle des infirmières, ça m'a refait penser. Et puis, ça fait 24 ans là, donc peut-être c'est un peu une création de l'esprit, mais j'ai ce souvenir que les infirmières étaient pas du tout de mon bord. J'avais vraiment l'impression d'être vue comme la personne qui s'est créé sa propre maladie, petit caprice, comme mais oui, c'est ça, le trouble alimentaire, ça fait partie des préjugés. Pas du tout senti accompagnée par le corps médical. Et puis comme j'étais mélangée avec plein d'autres personnes, j'étais même, j'avais vraiment l'impression de pas être du tout aimée entre guillemets par les infirmières. C'est difficile en ce moment, surtout à un moment aussi vulnérable. Ouais, je demandais même, par exemple, un biscuit en plus, on me le refusait. Enfin, c'était des petits épisodes comme ça qui étaient vraiment pas évidents. Et ce qui a été aussi très difficile à ce moment-là, c'est comme tu dis, l'obsession, l'activité physique. Ben là, on en a plus le droit de rien faire. Du tout. Non. C'est même pas une petite marche de santé, là. Il n'y a plus rien. Donc ça, pour moi, le néant comme ça, c'était très, très, très dur à accepter. Ce que j'entends, les deux que vous avez aussi en commun dans les hospitalisations, c'est que vous étiez mélangés avec d'autres troubles de santé mentale. Puis le trouble alimentaire étant une bébête à part. Mais ça, on pourrait dire ça, c'est vrai pour chacune, mais il y a une raison pour laquelle maintenant, ils vont être en unité spécialisée. Les personnes qui souffrent d'un TCA vont être regroupées ensemble pour les hospitalisations le plus possible. Il y a une raison pour ça, parce que c'est une réalité. Hein, Josée, c'est tellement différent comme... Mais le problème, c'est qu'il y a tellement peu de lits. Oui. Puis il y a tellement peu de ressources. Mais même au Québec, le Douglas... Cette réalité-là, ça l'arrive. Ben c'est sûr, ils n'ont pas le choix. Donc, tu sais, quand on n'a pas de ligne, c'est ça où tu laisses la personne retourner chez elle. Et des fois, c'est pas une la santé de la personne, tu sais, la sécurité de la personne. Fait qu'il faut l'envoyer en quelque part. Il faut l'hospitaliser. Malheureusement, s'il n'y a pas de lit, Parce que l'hospitalisation, ce que j'aimerais qu'on parle, c'est qu'il y a deux choses. Il y a du plus. Fait que peut-être que vous disiez, est-ce qu'il y a du positif qui est ressorti de là, mais aussi, c'est quoi qu'on pourrait faire autrement? Puis il y a des traumas rattachés à l'hospitalisation. Puis on le voit, des personnes qui ont dû, puis c'est pas rare les multiples hospitalisations pour des personnes qui souffrent d'un TCA, parce que le cheminement vers le rétablissement, c'est fait de haut et de bas, puis il y a des rechutes. Puis des fois, selon comment les hospitalisations ont été vécues, il y a un trauma qui est rattaché à ça où la personne va refuser d'être hospitalisée, même si c'est ce qui est la meilleure chose pour elle. Donc, c'est pas... Tu sais, quand tu dis que tu mets ta vie à pause puis tu es hospitalisé plusieurs mois ou semaines, ben il y a personne, même si c'était pas un trouble alimentaire, qui vivrait ça sans que ça ait un impact. Pour peu importe la raison. Puis en plus, quand là, t'as des coupures puis c'est fait de cette façon-là, c'est facile d'imaginer qu'il y a un trauma rattaché à ça. Donc, peut-être si on commence avec comment la portion positive, qu'est-ce que vous en avez retiré de positif de l'hospitalisation, si vous avez retiré quelque chose? Ben, je pense pas que j'aurais été capable de traverser mon trouble alimentaire sans être hospitalisée. Parce que... Ça prend ça, des fois, pour amener... Ça prend ça pour faire comme, OK, t'as besoin de t'arrêter complètement. Ouais. Je me serais jamais offert cet arrêt complet. Puis, tu sais, même au début,
justement, j'étais comme encadrée par une équipe qui était pas spécialisée. Donc, puis tu sais, j'avais l'air comme, tu sais, toute fine, toute inoffensive. Fait qu'on m'a comme rapidement donné les sorties thérapeutiques. Donc, de sortir. Est-ce que c'est vrai un petit peu? Mais Emmanuel, tu me disais, là, on fait des généralisations, mais les personnes qui sont de troubles alimentaires, ça, c'est des bonnes étudiantes. Bon étudiant, c'est ça. Fait que tu sais quoi faire pour avoir la confiance du personnel et aussi la contrat de prise de poids. Ça veut pas dire que tu as cheminé par rapport à ton trouble alimentaire. Ça veut juste dire que tu fais ce que tu as à faire pour sortir de l'hôpital. Exact. Ça, on l'a tout vu, là. Moi, je Ben, l'ai c'est vu ça. en tant que proche, là. Ouais, Mhm. parce que malheureusement, sans le vouloir, mais on devient des très bonnes menteuses puis des très bonnes Ça, manipulatrices. c'est le trouble. Ouais, oui. ça, c'est le trouble alimentaire qui fait ressortir ça. Exactement. C'est Donc, pas la personne. non, Vous êtes pas c'est comme ça. c'est C'est ça. pas comme Mais ça à le la trouble base. alimentaire fait Il est ressortir manipulateur, ça. ouais. Donc, C'est un tu sais, monstre. moi, au début, c'est ça, on me donne des sorties. Ben, qu'est-ce que je fais? Moi, je m'en vais marcher. Ouais, t'en Fait vas. que Ouais, je m'en t'en vais. vas ce qu'ils t'ont dit, il faut pas que tu fasses. Ben oui, moi, là, puis je sais pas s'il y en a qui viennent de la région de Sherbrooke, mais la rue King, là, il y a une côte, hein. Puis toi, Puis moi, là, t'es contente d'aller j'étais t'attaquer à la partie, côte. là. Moi, j'étais partie monter la côte. Fait que moi, les premiers jours, quand on me pesait, je perdais du poids. Puis il était comme, ben voyons donc, elle mange. Mhm. Puis là, un moment donné, ben comme, Mais c'était pas des ressources spécialisées. au début, Ouais. non. Parce que- Parce que justement, puis là, Il y avait on fait, qu'est-ce rapidement que tu qu'on- ouais. fais en sortant? Puis là, un moment donné, j'ai fait, ben, tu sais, je marche un peu. Ah ouais, OK, bon, ben, on va t'enlever tes sorties. Oh non, 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 tu sais. Fait que, au début, c'est ça, c'est de voir, OK, ben, est-ce qu'on est capable de me garder mes sorties, mais qu'un proche vienne, exemple, me chercher. Ma mère venait me chercher à la porte, elle m'embarquait dans l'auto, elle me débarquait à la porte, on allait m'acheter un livre et je rentrais à l'hôpital. Fait que, tu sais, c'était comme de voir plus de beaucoup ouais, de... plus supervisé. Ouais. Donc, moi, je pense que pour moi, après avoir été prise en charge vraiment bien, les sorties thérapeutiques ont vraiment été quelque chose qui a aidé à mon hospitalisation. Parce que ben, ça te faisait recadrer. Ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que je pense que ça arrive souvent de sous-estimer la gravité de la maladie ou du trouble alimentaire. L'hospitalisation t'oblige à prendre ça au sérieux, Mhm. t'oblige à réaliser la gravité, Mhm. te faire enlever des sorties, puis dire tu peux même pas aller marcher. Mm. Si toi, dans ta tête, t'as pas réalisé à quel point que tu es malade, Mhm. ça, c'est des gros, comment je pourrais dire, des gros drapeaux rouges pour dire, regarde, là, t'es obligé de mettre Ben ta vie oui. à pause. Fait que ça, je pense qu'il y a une Mhm. prise de conscience qui se fait obligatoirement. Ouais. Puis tu sais, de se faire Peut-être. dire les vraies choses. Tu sais, quand que mon poids descendait, la nutritionniste, elle m'a regardée puis elle a fait « Marjane, si tu continues, là, on a peur de te perdre. Oui. Elle a dit ton IMC en ce moment, là, c'est... Ça met ta vie à risque. Ça met ta vie à risque. » Puis là, on dirait que de me le faire dire, de me faire regarder dans les yeux, de comme... Là, c'est comme le point là, de non-retour, tu sais. Oui. Fait que Faut que ça le faire dire faut parce se que le faire dire. t'as une parce que voix tu le dans ta verras tête jamais, qui c'est ça. va toujours minimiser les Mhm. impacts que ça a sur ta vie. Ouais. Pour Manuel. Moi, un peu comme toi, Marie-Jeanne, je pense que sans l'hospitalisation, j'aurais pas été capable de prendre conscience qu'il y a un réel Non, parce problème. que tu disais que tu allais se faire bien. Oui, et je pense que j'en étais persuadée pendant Mhm. longtemps, encore Oui, après, j'en hein, doute même à l'hôpital. Si on m'avait dit non, en fait, c'est bon, tu peux sortir faire ton T'allais ballet, je serais continuer allée dans- sans oui. problème. Donc, je pense que... Et bon, la coupure avec les proches, peut-être qu'elle elle est controversée, mais pour moi, je pense que c'était indispensable aussi parce que comme tout le monde allait un peu dans mon sens, comme tu dis, la manipulation, on est très Mhm. doué. Tout le monde banalisait un Oui. peu cette situation, donc ça m'aidait pas du tout. Je pense que j'aurais vraiment pas réussi à avoir cette prise de conscience qui est primordiale pour pouvoir Mhm. avoir envie de s'en sortir et mettre les choses en place pour. Donc, c'est ça, l'hospitalisation, ça devient nécessaire. Mhm. Même si c'est imparfait, comme plein de choses, tu sais, ça devient nécessaire, surtout quand on fait face à un trouble alimentaire qui est très c'est sévère et bien installé. Faut que tu aies cette coupure-là. Ouais. En tout cas, selon mon expérience, je pense que c'est Oui. nécessaire. Mhm. Qu'est-ce que vous changeriez dans une hospitalisation? Qu'est-ce que vous aimeriez voir fait différemment? Je pense qu'on a très envie d'en Les parler deux se toutes les regardent, deux, c'est ça. vous avez eu le temps d'y penser puis de Mhm. réfléchir. Bon, ben parfait. OK, on continue avec toi, Emmanuel. Ouais, parce que ça me tient vraiment à cœur pour le coup, parce que c'est des choses dont j'ai souffert et que je pense qu'ils pourraient être améliorées, notamment
l'absence totale d'accompagnement dans le fait de réapprendre à voir son corps évoluer à nouveau, dans le sens, il n'y avait pas de miroir, il y avait même pas une petite marge de santé. Je pense pas que une fois que j'avais pris Oui, que mon pouls était normal et que t'aurais le pu aller bilan marcher, santé, oui, j'aurais oui. très bien pu aller Mhm. m'aérer 15-20 Mhm. minutes. C'est vraiment, ça aurait été plus bénéfique que l'inverse, mais ça faisait pas partie du tout du programme. L'absence d'activité en lien avec son image corporelle, apprendre à s'aimer ou apprendre à accepter que tu peux pas t'aimer dans toutes les parties de ton Oui. corps, ou apprendre simplement ça aurait été très 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 bénéfique pour moi, parce que et on en reviendra à cette phase assez critique sur laquelle il faut faire attention, la sortie, parce que pour moi c'est quand je suis sortie et que j'ai vu mon corps que là C'est là qu'il y a je un ne m'aimais risque, pas hein. du tout. Je suis tombée en larmes en fait à ce moment-là. Oui, c'est ça, l'accompagnement, parce que ce qu'on doit mentionner, c'est qu'il y a une période de fragilité, entre autres pour l'anorexie, c'est la reprise de poids. Quand la personne, pour les proches, qui là semble avoir c'est afficher un poids plus santé, on pense qu'elle est hors de danger parce qu'à nos yeux, elle est dans mieux, mais dans sa tête, il y a c'est là qu'elle peut être le plus fragile. Exact. Et puis moi, pendant des années, je m'étais habituée à mon corps amaigri. Oui. Donc c'est un choc quand même je suis assez petite, de prendre plusieurs kilos en 2 mois sur une petite taille comme ça. Certain. On se reconnaît pas en fait. C'est un nouveau corps. Exactement. Toi, Marie-Jeanne? Moi, je pense que ce que j'aurais aimé, c'est, tu sais, les journées sont longues, hein. Ah oui. T'es enfermé T'as le temps de ruminer. dans 4 murs, tu sais, puis pour moi, je me dis, puis au début, je sais pas pour toi, mais au début, j'avais pas le droit à de la thérapie, parce que j'étais trop dénutrie, donc on aurait gaspillé une ressource de Oui, ils se disent, c'est ça, psychothérapie. que ça vaut pas la peine parce que ton cerveau est pas... Exactement, le cerveau est pas capable de faire. Puis ça, j'y crois, puis je suis persuadée que, en effet, ton cerveau est pas en capacité de, tu sais, de fonctionner, puis de faire des nouveaux Normalement, apprentissages, puis tout ça. Donc je comprends que ça, on l'enlève au début, mais tu sais, de l'art-thérapie. Oui. Tu sais, juste des ateliers de dessin, d'exprimer toutes ces émotions-là que tu accumules à l'intérieur, tout l'inconfort, ben ça peut passer juste à travers une feuille de papier, un crayon, tu sais, Oui. parce que pour moi, j'ai toujours géré mes émotions par le sport. Tu m'enlèves cet outil-là, Donne-moi d'autres choses. donne-moi autre chose, Bon, fais-moi je faire sais, quelque chose, tu sais. Mes parents m'ont acheté un ukulélé. Fait que là, moi, j'étais dans ma chambre d'hôpital. Es-tu J'étais bonne comme, au ukulélé? Ben écoute, j'ai appris quelques chansons, mais ça s'est arrêté là. Mais tu sais, j'étais rendue une usine à bracelets. Je faisais des bracelets oui. pour tous mes proches. Fait que tu sais, des petits bracelets. Fait que, tu sais, je me suis trouvé des moyens. Puis tu sais, j'ai toujours eu quand même un intérêt pour l'art, mais le dessin, à ce moment-là, ça me créait plus de l'anxiété qu'autre chose à cause de l'architecture. Mais quand même, j'ai trouvé des façons d'exprimer. J'ai énormément écrit. Pour moi, ça passe à travers l'écriture. J'ai des cahiers de spécialisation, des textes que j'ai écrits. Puis encore aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que j'ai gardé. 3 ans plus tard, j'écris toujours. Mais tu as trouvé des mécanismes. Et ce que j'entends, c'est que j'ai comme une impression vu que c'est le corps physique qui est beaucoup et touché, l'hospitalisation va beaucoup s'occuper de prend soin du physique. Du physique, mais c'est ça. Il y a un côté au niveau du mental qui est négligé. Donc, si on pouvait arrimer les deux, puis peut-être plus adresser la réalité de la situation de santé mentale, parce que c'est les deux. Ça part d'un enjeu de santé mentale qui vient avoir un impact sur le corps physique. Quand tu te ramasses hospitalisé, c'est souvent à cause que ton corps physique est affecté, mais tout ça est parti d'un enjeu de santé mentale. Mais c'est comme moi, ça me choque un petit peu là, la double peine en fait. On te prive d'un accès à une aide thérapeutique parce que ton corps te permettrait pas d'en avoir les bénéfices. Moi, je pense que malgré mon faible poids, j'ai tout de suite été pris en charge psychologiquement et psychiatriquement. OK. Ben, moi, j'avais le droit de parler à un petit 20 minutes par jour à ma psychiatre. Puis justement, tu sais, au début, je parlais que j'avais un psychiatre qui était non spécialisé, mais rapidement, je crois que ça l'a pris comme 1 semaine. J'ai eu la spécialiste de Sherbrooke. Puis ça fait une différence? Ben oui. Ouais. Être compris et entendu. Puis tu sais, elle était quand même aussi au courant de c'est quoi l'orthorexie, tu sais, parce que au début, les gens me regardaient puis étaient comme, ben, elle est pas anorexique, elle mange. Puis j'étais comme, ben, tu sais, la gang, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis, tu sais, la nutritionniste, elle m'a rapidement bien saisi parce que j'étais arrivée dans son bureau la première journée puis j'ai dit, moi, je mange pas de gluten. Ouais. Elle m'a regardée, elle a fait, ah ouais, donc t'es cœliaque, t'as une condition. Puis j'ai fait, non, mais c'est parce que c'est
c'est pas santé. Puis elle a fait, je vais mettre quelque chose au clair. Moi, je travaille pour Marie-Jeanne. Ouais. Je travaille pas pour son TCA. Wow. Fait que tu vas en manger du Fait que t'es gluten. nutritionniste aujourd'hui, hein? Je pense que t'as trouvé quelqu'un qui... Ouais. Ouais. Donc, ça, je pense que c'est vraiment précieux d'avoir des gens qui te ramènent, tu sais. Ils savent très bien c'est quoi, Ouais. justement parce que le TCA, c'est quelque chose de fort. Fait que pour Oui. que t'aies des gens outillés pour être capables de tenir tête, Ouais. hein, pendant Ouais. que la personne, elle a, parce que je pense que la personne va finir par être outillée, puis ça va être la mieux placée pour combattre son TCA. Mais en attendant, les alliés sont mieux d'être bien outillés, parce qu'un TCA, c'est toute une bête là, avec laquelle tu t'attaques. Ouais. Puis tu sais, on parlait tantôt des infirmières. Ça m'a fait penser à une anecdote. Moi, il y a une infirmière que ça faisait peut-être comme quelques semaines que j'étais là. Donc, tu sais, j'avais pris du poids. Génial. Mais de me le faire dire de comme, ah ouais, mais, hey, Marjane, parce que, ah oui, autre chose, dans le fond, quand je suis montée à l'étage, j'étais avec 2 autres troubles alimentaires. Puis l'infirmière avait dit, devant tout le monde, ah, mais Marjane, quand elle est arrivée, tu sais, elle avait l'air d'un petit chat mouillé. Comme, tu sais, Ouais. Oui, un petit chat qui a été abandonné, mettons. Puis là, aujourd'hui, t'as pris combien de poids, toi? Oh mon Dieu. Ça apparaît dans ton visage. Oui, tout ce qu'il faut pas faire à quelqu'un qui souffre d'un TCA. Mais c'est toutes ces choses-là. Moi, j'aimerais vous parler encore tellement longtemps, mais je sais que le temps file. Puis il y a une chose qu'on doit absolument aborder, c'est la sortie. C'est ça. Emmanuel, tu l'as dit. C'est souvent, il y a une période très critique à la sortie. C'est difficile. Je pense qu'on entend dans les commentaires le manque d'accompagnement. Comment avez-vous vécu la sortie? Ça serait quoi les conseils que vous donneriez à des gens au niveau de la sortie pour les proches, entre autres, pour bien accompagner la personne qui sort de son hospitalisation? Oui, bah pour moi, vraiment, c'est le moment le plus critique, la sortie, parce que bah, tout le monde croit que on célèbre quelque chose une personne est guérie. En fait, il y a tout un nouveau cheminement à effectuer, tout un apprentissage, des réadaptations familiales à mettre en place, etc. Et puis moi, j'ai ce souvenir, on parle de ça 24 ans plus tôt, mais c'était l'été, de me déshabiller, de me mettre en maillot devant le grand miroir de la chambre parentale, parce qu'on a une piscine, et de descendre en larmes, et ma mère me dit mais qu'est-ce qui se passe? Et je fais non mais ça va pas du tout, je me sens pas du tout bien dans mon corps. Tu reconnais pas dans ton corps que tu avais apprivoisé avant. Et là je vois dans leurs yeux, c'est comme c'est pas vrai, ça repart en fait. On pensait être sorti du pire, mais c'est pas réglé du tout. Donc effectivement, je pense que c'est crucial cette période. En tout cas, déjà rien que d'être sensibilisé sur le fait que cette période est sensible. Oui. Pour les proches, c'est ça, peuvent être mieux accompagner la personne en sachant que ça va être difficile pour la personne. Et qu'il va falloir être patient, que ça va prendre du temps, mais ça, je pense que ça permettrait à la personne qui en sorte d'être un peu moins culpabilisée sur ce qu'elle va encore faire endurer aux proches. C'est ça. T'as une attente comme dire, ben là, je viens de leur faire vivre le fait que j'étais hospitalisée, mais là, en plus, je peux pas leur dire que je vais pas bien parce que là, ils vont continuer à s'inquiéter, puis on est tellement content de voir que je vais mieux. Exact. Ça. Ouais. Puis c'est ça, l'image qui ressort, c'est qu'on va bien parce qu'on a repris notre poids d'avant. L'image, c'est ça. C'est tout à propos. Mais ouais, c'est pas ça qui se passe dans la tête. Non, vraiment pas. Et je pense que patience et bienveillance, c'est quand même ce qu'il faut essayer de mettre en place à ce moment-là où c'est encore très très sensible dans la tête. Tout est encore sur le fil. C'est vraiment. Oui, il y a encore du travail à faire là, définitivement. Toi, Marie-Jeanne? Ben, je pense que tu sais, ce qui est essentiel, c'est en effet que les proches soient toujours là, tu sais. Puis je pense qu'il y a aussi l'accompagnement médical, thérapeutique. Moi, quand je suis sortie, j'avais encore ma pesée à chaque semaine. J'avais ma nutritionniste que je voyais une fois par mois. J'avais mon psychologue que je voyais une fois par semaine. Puis j'avais en plus un groupe de thérapie qui avait commencé. Oui, c'est des équipes. Il y a des équipes multidisciplinaires dans tous les TCA. Puis je pense que c'est vraiment. Fait que tu sais, quand que des fois, ok, ben je m'en allais vers une tangente un petit peu moins. OK, ben j'étais rapidement comme recadrée, tu sais. Puis je pense que j'étais chanceuse d'avoir des proches qui étaient vraiment présents puis super sensibilisés à la cause, tu sais. Mes parents, ma sœur, certaines de mes amies puis une en particulier que, tu sais, même si je l'ai repoussée à tellement de reprises, ben elle est restée là, tu sais. Puis elle est restée présente puis elle m'a accompagnée. C'est pas toi qui as repoussé, hein, c'est ton trouble. Ouais, mais tu sais, elle est restée là quand même, puis tu sais,
il savait, puis il était quand même bien outillé de comme, on parlera pas de poids aujourd'hui, tu sais. On parlera peut-être même pas de comment tu vas. On devrait, peux-tu se le dire? On devrait jamais parler de poids, mais mais dans le sens que, Ouais. tu sais, si on se voit aujourd'hui, ben, on n'est pas obligé de parler de ton TCA ou comment ça va, on peut juste parler de la vie. Oui, ça fait changement, hein, parce que souvent, ça prend... Vous avez l'impression que c'est le seul sujet, des fois, quand Ben t'es oui. dedans. Ouais, et puis même quand on s'estime être guéri, c'est-à-dire que l'entourage a toujours peur qu'on Ouais. retombe. Donc moi, ça a été très difficile. Je vivais à Paris. Les retours dans le sud de la France, là où vivent mes parents, ça a toujours été source d'inquiétude parce j'avais l'impression d'être scrutée dans mon comportement alimentaire constamment. Si je reprenais pas, c'est oh là 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 là, alors qu'elle aime ça, elle reprend pas du dessert. Est-ce que ça peut avoir contribué au fait que tu es venu au Canada? As-tu l'impression des fois de voir comme je veux pas ouvrir ça, mais non, ça. Non, parce que une décision. c'était vraiment C'est une autre époque. Ouais, vraiment. Entre-temps, après, il y a eu Paris. Parce que des fois, tu sais, se réinventer t'entends ça des fois, tu sais, comme c'était ma vie d'avant, puis tu veux comme avoir Non, un corps neuf. mais justement, juste sensibiliser sur le fait que trouver une balance, effectivement, de temps en temps, juste dire, on va parler d'autre chose, parle-moi d'une passion, ou viens, on va faire une activité ensemble, plutôt que de se focaliser sur est-ce qu'elle a voulu prendre un goûter à 4 heures ou pas, ou là là, ça devient vraiment, ça met une pression qui est énorme, alors qu'on veut justement lâcher prise sur ce sujet-là, mais l'entourage veut t'aider parce qu'elle est inquiète, enfin, l'entourage est inquiet, mais c'est contre-productif, en fait, ça remet ce focus sur le poids, l'alimentation, etc. Josie, y a-t-il des choses, parce que j'en ai beaucoup que j'aimerais continuer à aborder, non. mais je pense que c'est en parler l'escalation, c'est ça, on pourrait vraiment en parler longtemps, puis vous êtes, j'adore le fait que vous êtes tellement ouverte, puis tu sais, j'entends ça comme j'aurais aimé vous entendre il y a plusieurs années, quand à la première hospitalisation, ça leur a fait du bien de savoir ça, parce que je pense que c'est juste que ça recadre, puis ça donne des outils aussi pour les proches qui ont une personne qui a été hospitalisée ou qui va devoir être hospitalisée. Un gros merci pour ça. Y a-t-il des choses que vous aimeriez partager? Peut-être un mot de la fin, conseil aux proches puis aux personnes qui nous écoutent? Ben, moi, peut-être juste sur la culpabilité, parce que c'est vraiment quelque chose qui perdure encore, malgré tout, même sur l'impact que j'ai pu avoir dans la dynamique familiale et le focus qu'on a pu avoir sur moi. Oui, parce que j'ai une petite sœur qui a dû en souffrir. Donc ça, c'est peut-être juste être un petit peu moins dur envers soi-même vis-à-vis de la culpabilité. On n'a pas choisi de rendre les gens malheureux et de tomber dans maladie. C'est une maladie, effectivement. Donc peut-être un peu de bienveillance pour que ce soit la personne qui le vit ou l'entourage. Personne n'est coupable. Il faut prendre le temps et composer avec quelque chose de très très complexe et prendre le temps et accepter que ça va prendre du temps. C'est un beau message. Merci. Marie-Jeanne? Moi, je pense que je dirais que, tu sais, quand une personne est vraiment prise dans sa souffrance, c'est difficile de s'ouvrir, tu sais. Puis, ça fait que les gens, des fois, ils sont, tu sais, ils s'éloignent parce qu'ils sentent que la personne... Ils savent pas comment approcher. Exactement. Mais je pense que tant que c'est fait avec la bienveillance, ça peut pas être mal reçu. Puis, je pense que des fois, de juste essayer de ouvrir la porte, puis de tendre la main, en fait. Puis même si je la prends pas tout de suite, ta main, ben je sais qu'elle est là. Tu sais. Donc, je sais que quand je vais être prête, ben je vais aller vers toi. Versus quand il y a aucune main qui est tendue, ben tu penses que personne est là pour toi et personne se rend compte que tu vas pas bien. Que tu vas pas bien. Tu sais. Donc, je pense que de sentir que tu es vu, puis que tu seras là au bon moment, tu sais. Je pense que la personne, c'est ça qu'elle a besoin de savoir. Ouais. C'est des beaux messages, j'entends, puis c'est vraiment central à tout ça, c'est la bienveillance. Puis on se la souhaite aussi, puis la souhaite à vous qui êtes en train de vous renseigner pour mieux comprendre, pour être accompagné de votre proche. Alors, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de bienveillance. Merci. Merci beaucoup. Merci. Le but de ce balado est d'apporter de l'aide et de l'information aux proches d'une personne atteinte d'un trouble alimentaire. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas à souffrir en silence. ANEB offre un service de clavardage de textos, une ligne d'écoute et des groupes de soutien qui sont conçus spécifiquement pour les proches. Pour de l'information additionnelle, visitez anebquebec.com.